Je suis allé à la baby shower de ma sœur, mais il n'y avait pas de place pour moi. Elle a dit que je ne correspondais pas à leur image. Ma mère a renchéri en me suggérant de partir, alors je l'ai fait, pour de bon. Et ils ne m'ont revu que des années plus tard, quand L'invitation est arrivée 3 semaines avant l'événement. Du papier cartonné crème avec des lettres dorées, annonçant la baby shower de ma sœur, Rebecca, à l'Amandier, le restaurant le plus exclusif du centre-ville de Portland. 25 invités étaient attendus pour célébrer sa 3e grossesse. Je tenais le papier coûteux dans mes mains, passant mon pouce sur l'écriture en relief, et je me demandais si ce serait différent de toutes les autres réunions de famille, de la dernière décennie. Ça ne le serait pas. En grandissant, Rebecca avait été l'enfant prodige. Elle a épousé Travis Montgomery, dont la famille possédait la moitié de l'immobilier commercial du nord-ouest du Pacifique. Ils vivaient dans un immense domaine dans les West Hills, avec leurs 2 enfants, Nathalie, 7 ans, et Lucas, 4 ans. Rebecca conduisait un Range Rover blanc, ne portait que des vêtements de marque, et n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Après l'université, ses réseaux sociaux mettaient en scène une existence parfaite, faite de galas de charité, de journées au spa, et de vacances en Europe. J'ai suivi un chemin différent. Après avoir obtenu mon diplôme de l'Université d'État de Portland, j'ai ouvert une petite librairie dans le quartier des Arts d'Alberta, appelée Chapitre et Verse. La boutique occupait un entrepôt reconverti, avec des murs en briques apparentes et un parquet d'origine. Je me suis spécialisé dans les livres rares et les premières éditions, m'adressant à des collectionneurs sérieux et à des passionnés de littérature. L'entreprise fonctionnait sur des marges minces, mais j'aimais chaque aspect de mon travail. Mon appartement, au-dessus du magasin, était modeste, meublé de trouvailles de seconde main et de bibliothèques débordantes. Notre mère, Diane, ne m'avait jamais pardonné d'avoir choisi ce qu'elle appelait une « vie de boutiquière ». Elle me rappelait constamment que j'aurais pu épouser Gregory Ashford, le banquier d'investissement qui me courtisait pendant ma dernière année d'études. Au lieu de ça, je me suis concentré sur la construction de quelque chose à moi. Mon père, Thomas, est décédé il y a 6 ans, emportant avec lui le seul membre de la famille qui comprenait mes choix. Le matin de la baby shower est arrivé, avec le crachin typique de l'Oregon. Je me suis habillé avec soin, dans une robe portefeuille bleu marine et des boucles d'oreilles en perles, toutes 2 achetées spécialement pour cette occasion. La tenue m'a coûté plus que ce que je dépensais habituellement en vêtements en 3 mois, mais je voulais m'intégrer. Mes cheveux foncés étaient coiffés en vagues souples, et je me suis maquillé avec une attention particulière. En me regardant dans le miroir, je reconnaissais à peine la version polie de moi-même, qui me fixait en retour. L'Amandier occupait le rez-de-chaussée d'un bâtiment historique, du centre-ville. Des fenêtres allant du sol au plafond, donnaient sur la rivière Willamette. L'intérieur présentait des lustres en cristal, des sols en marbre blanc, et des tables drapées de nappes immaculées. Un voiturier a pris ma vieille Honda Civic, avec un dédain à peine dissimulé. J'ai serré le sac cadeau contenant une couverture de bébé, brodée à la main et commandée à une artiste locale, me préparant mentalement avant d'entrer. La salle à manger privée bourdonnait de conversations et de rires. Des femmes en robes de créateurs et bijoux coûteux, se regroupaient autour de tables ornées de centres de table floraux, élaborés. Des ballons roses et dorés formaient une arche, au-dessus de la table des cadeaux. Rebecca tenait sa cour au centre, son éclat de grossesse rehaussé par un maquillage professionnel, et une robe de maternité en soie fluide, qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Ma mère m'a aperçu la première. Diane portait un tailleur de couleur champagne, et avait récemment subi une intervention chirurgicale au visage, lui laissant une expression perpétuellement surprise. Elle s'est approchée à pas rapides, le sourire crispé. « Tu es en retard », a-t-elle dit, bien que je sois arrivé exactement à l'heure. Le trafic était plus dense que prévu, ai-je répondu, en tendant le sac cadeau. Où puis-je mettre ça? Diane a jeté un coup d'œil au simple sac en papier craft, avec son étiquette manuscrite. Son nez s'est légèrement plissé, avant qu'elle ne fasse un geste vague vers la table des cadeaux, qui débordait. Trouve juste une place, quelque part. Rebecca s'est retournée alors que j'approchais, ses yeux balayant ma tenue avec une évaluation pratiquée, qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. « Oh, tu es venu » a-t-elle dit, son ton suggérant que ma présence était inattendue. « Comme c'est gentil. »« Félicitations » ai-je dit, en me penchant pour une demi-étreinte maladroite. « Tu es magnifique. »« Merci. » Travis et moi sommes ravis de l'arrivée du bébé. L'échographie suggère que c'est un garçon,
donc Nathalie et Lucas auront enfin un petit frère. Elle a touché son ventre arrondi, d'une main manucurée. On pense l'appeler Preston, comme le grand-père de Travis. J'ai souri et hoché la tête, reconnaissant le schéma familier de Rebecca, qui ramenait chaque conversation à sa vie parfaite. D'autres invités se sont pressés, offrant leurs propres félicitations et leur admiration. Je me suis reculé, cherchant ma place désignée dans la pièce. Les tables étaient disposées en fer à cheval, chaque couvert marqué d'une carte de nom calligraphiée. J'ai fait lentement le tour du périmètre, vérifiant chaque carte. La belle-mère de Rebecca était assise à la table d'honneur. Diane occupait le siège à côté d'elle. Les sœurs de sororité de Rebecca, de l'université, remplissaient une autre table. Les cousines de Travis en occupaient une troisième. J'ai continué à chercher, mon estomac se nouant progressivement. Il n'y avait aucune carte à mon nom. J'ai refait le tour 2 fois, certaine d'avoir dû la manquer. 25 couverts, 25 noms, aucun d'entre eux n'était le mien. La chaleur m'est montée au cou, alors que la prise de conscience s'installait. L'invitation avait été une formalité. Ma présence n'était pas réellement souhaitée. Rebecca est apparue à mon coude, son expression trahissant une fausse inquiétude. Quelque chose ne va pas, Wanda? Je ne trouve pas ma place, ai-je dit doucement, en essayant de garder une voix neutre. Elle a regardé autour de la pièce, avec une confusion exagérée. Oh, je pensais que Monica t'en avait parlé. On a finalisé la liste des invités il y a des semaines, et avec les restrictions de capacité du lieu, on a dû faire des choix difficiles. Famille, amis du côté de Travis, tu comprends? Des gens qui font partie de nos vies, depuis des années. L'invitation portait mon nom, ai-je fait remarquer. Eh bien, oui, mais elle a été envoyée avant qu'on confirme les chiffres définitifs. Rebecca m'a touché le bras avec une fausse sympathie. Je suis sûr que tu comprends comment ça marche. Ce n'est rien de personnel. Diane s'est matérialisée à nos côtés, ayant senti un drame potentiel. Rebecca a raison, ma chérie. Ces événements ont un espace si limité. Peut-être que tu serais plus à l'aise dans un endroit moins formel. Le mépris dans sa voix a piqué plus que l'exclusion délibérée de Rebecca. Je suis resté là, vivement consciente des autres invités qui regardaient dans notre direction. Leur conversation s'interrompant, alors qu'ils sentaient la tension. Les yeux de Rebecca se sont illuminés d'une inspiration soudaine, bien que j'ai reconnu la cruauté calculée, qui se cachait en dessous. Tu sais où se trouve le pub O'Sullivan? C'est juste de l'autre côté de la rue. Pourquoi n'essaierais-tu pas ce pub miteux? Ils servent à manger, je crois. Des hamburgers et ce genre de choses. Ma mère a carrément ri. Un son sec, qui a traversé le bruit ambiant. Ça te va parfaitement, en fait. Bien plus ton style que l'amandier. Le commentaire a atterri exactement comme prévu. Autour de nous, plusieurs femmes se sont couverts la bouche pour cacher leur sourire narquois. La belle-mère de Rebecca a haussé les sourcils, de cette manière particulière qu'ont les femmes riches d'exprimer leur dédain, sans parler. J'ai senti mon visage rougir, mais quelque chose a basculé en moi. Les années d'insultes subtiles, les comparaisons constantes, le flot incessant de jugements sur mes choix, se sont fondus en un moment de clarté absolue. J'ai souri, laissant le sourire atteindre mes yeux. Vous savez quoi? Je vais faire ça. Rebecca a scié, surprise de mon accord facile. Elle s'attendait à des larmes, ou à des protestations colériques. Quelque chose qui lui aurait permis de jouer la sœur raisonnable, forcée de gérer ma crise d'émotion. Mon acceptation calme l'a déstabilisée. Vraiment? Diane a froncé les sourcils. Tu vas juste partir? Vous l'avez suggéré, ai-je dit agréablement. O'Sullivan, ça a l'air parfait, en fait. J'espère que vous apprécierez toute la fête. Je me suis retourné, et j'ai marché vers la sortie, la tête haute, ignorant les chuchotements qui ont suivi. Le sac cadeau est resté sur la table où je l'avais posé, mais je ne l'ai pas récupéré. Laissez Rebecca ouvrir cette couverture brodée à la main devant ses invités, et expliquer pourquoi elle venait de sa sœur, qui n'était pas assez importante pour mériter une place. Le crachin s'était intensifié, pour devenir une véritable pluie. J'ai traversé la rue, mes talons claquant sur le trottoir mouillé, et j'ai poussé la lourde porte en bois du pub O'Sullivan. L'intérieur était tout ce que l'amandier n'était pas, des lambris en bois sombre, des luminaires en laiton, et l'usure confortable d'un établissement qui occupait l'espace depuis des décennies.
L'odeur de nourriture grillée et de whisky vieilli remplissait l'air. Une poignée de clients occupait le bar, et quelques tables accueillaient les premiers clients du déjeuner. La pluie tambourinait contre les fenêtres qui donnaient sur la rue, et là, dans une banquette d'angle, était assis James O'Sullivan lui-même. Il a levé les yeux de la paperasse étalée devant lui, ses yeux verts rencontrant les miens avec une reconnaissance immédiate. Eh bien, si ce n'est pas la libraire qui m'évite depuis 3 mois. J'avais rencontré James 6 mois plus tôt, quand il était entré à Chapitre et Verse, à la recherche d'une première édition des Raisins de la colère de John Steinbeck, comme cadeau pour le 70e anniversaire de son père. J'avais trouvé un exemplaire impeccable de 1952, grâce à mon réseau de collectionneurs, et nous avions passé 1 heure à discuter de littérature, d'auteurs préférés, et de l'art en voie de disparition des librairies indépendantes. Il m'avait invité à dîner. J'avais décliné, invoquant ma politique de ne pas mélanger les affaires et ma vie personnelle. Il était revenu le mois suivant, achetant un Hemingway, et me demandant à nouveau. J'ai de nouveau refusé. La 3e fois, il a acheté un ensemble complet de premières éditions de Tolkien, et n'a rien demandé. Il a juste laissé sa carte de visite sur mon comptoir, avec « Appelez-moi quand vous serez prête » écrit au dos. Je n'ai jamais appelé. Maintenant, il se tenait là, d'une beauté injuste, en jean foncé et pull ajusté, ses cheveux sombres légèrement humides de la pluie. La paperasse sur sa table semblait être des plans d'architecte et des permis. James, ai-je réussi à dire, soudain consciente que mon mascara devait probablement couler, avec la pluie. Je ne savais pas que tu serais là. C'est mon pub, a-t-il dit, en faisant un geste autour de l'espace. Depuis 5 ans. Avant ça, il appartenait à mon père, et avant ça, à mon grand-père. On approche de notre 70e anniversaire. L'information a réorganisé ma compréhension de la situation. O'Sullivan's n'était pas juste un bar quelconque, que Rebecca avait utilisé pour m'insulter. C'était une institution de Portland, appartenant à l'homme que je gardais soigneusement à distance, depuis 6 mois. Je ne savais pas, ai-je dit doucement. Il s'est levé, s'approchant de moi avec une inquiétude dans son expression. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air d'avoir eu une mauvaise matinée. La gentillesse dans sa voix a failli briser ma composure, si soigneusement entretenue. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, vers l'amandier, où je pouvais voir les silhouettes élégantes de ma famille et de leurs invités, à travers les immenses fenêtres du restaurant. La baby shower de ma sœur, ai-je expliqué. Il s'avère que je n'étais pas vraiment invité. On m'a juste envoyé une invitation, par obligation. Rebecca m'a suggéré d'essayer le pub miteux de l'autre côté de la rue. Ma mère était d'accord, disant que ça me convenait mieux que leur restaurant chic. James a suivi mon regard, sa mâchoire se crispant. Ils sont là-dedans en ce moment? J'ai hoché la tête. Et ils ont traité le pub de ma famille de miteux, a-t-il dit. Sa voix avait une pointe acérée, que je n'avais pas entendue auparavant. Le restaurant qui a été cité 2 fois cette année, pour des infractions au code de la santé. Celui qui dilue son vin, et facture 50 € pour du poulet réchauffé. Je n'étais pas au courant des infractions, ai-je admis. La plupart des gens ne le sont pas. Ils sont très doués pour maintenir leur image. Il a étudié mon visage un instant. Ça va? La simple question, posée avec une réelle inquiétude, a finalement fait craquer ma composure. Les larmes ont monté, avant que je ne puisse les arrêter. J'en ai tellement marre d'être la déception de la famille, ai-je dit. Je possède une entreprise prospère. Je subviens à mes propres besoins. Je suis fier de ce que j'ai construit. Mais pour eux, je serai toujours la fille qui a fait les mauvais choix. James a sorti un mouchoir. Un geste démodé, qui lui allait parfaitement. Ta famille ne te mérite pas. J'ai tamponné mes yeux, aggravant probablement la situation du mascara. Désolé, je suis un désastre. Tu es parfaite, a-t-il dit simplement. Et je pense qu'il est temps de montrer à ta famille, à quel point ce pub est vraiment un miteux. Quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? James a souri, et cela a transformé son visage, de beau à dévastateur. Tu me fais confiance? J'aurais dû dire non. Je le connaissais à peine, au-delà de nos brèves interactions dans ma librairie. Mais, debout là, dans le pub de sa famille, venant d'être humilié par la mienne, je me suis retrouvé à hocher la tête. Bien. Il a sorti son téléphone et a passé un appel. Bridget,
c'est James. J'ai besoin de toi au pub, immédiatement. Apporte le sac Cartier, et cette robe Dior qu'on a achetée pour la vente aux enchères. Taille 38, n'est-ce pas? Il m'a jeté un coup d'œil pour confirmation. J'ai hoché la tête, surprise. Parfait. Dans 20 minutes. L'appel suivant est allé à quelqu'un nommé Patrick. J'ai besoin que la salle à manger privée soit préparée. Service complet, le cristal de Waterford, la porcelaine de Wedgwood, tout le tralala. Et appelle le chef Bernard chez lui. Je me fiche que ce soit son jour de congé. Triple son tarif habituel. Il a passé 6 autres appels en succession rapide, chacun mobilisant ce qui ressemblait à une petite armée. Je suis resté là à regarder, complètement confuse, mais aussi intrigué. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je finalement demandé. « Je t'organise une vraie célébration, » a dit James. Une qui sera visible de toutes les fenêtres de l'Amandier. Bridget est arrivée la première. Un tourbillon d'efficacité, transportant des housses de vêtements et des boîtes à chaussures. Elle s'est avérée être la sœur cadette de James. Une acheteuse de mode pour Nordstrom, avec les cheveux roux de sa mère et les yeux verts de son frère. 20 minutes, a-t-elle annoncé. C'est un nouveau record, même pour moi. Maintenant, voyons avec quoi on travaille. Elle m'a examiné d'un œil professionnel. Belle ossature, excellente posture. On va te rendre absolument magnifique. Elle m'a emmené dans les toilettes privées du pub, qui étaient étonnamment spacieuses et propres. La housse de vêtements a révélé une robe de cocktail bleu nuit, élégante et sobre, avec une étiquette de créateur que j'ai reconnue de Vogue. Les chaussures étaient des Louis Vuitton, les bijoux, simples mais clairement coûteux. Comment connaissais-tu ma taille? Ai-je demandé, alors que Bridget m'aidait à enlever ma robe portefeuille humide. James fait attention, a-t-elle dit avec un sourire entendu. Il a mentionné une fois que tu faisais probablement un 38, d'après la façon dont certaines robes vintage tombaient dans ta boutique. Il a un bon œil pour les détails. L'information a provoqué un léger frémissement chaleureux dans ma poitrine. Pendant que je gardais mes distances, James avait discrètement remarqué des choses à mon sujet. Bridget a travaillé rapidement, retouchant mon maquillage et me refaisant une coiffure élégante en chignon. Quand je me suis regardé dans le miroir, je me reconnaissais à peine. La robe épousait parfaitement ma silhouette, sophistiquée et coûteuse, d'une manière qui rendait ma tenue précédente, comme une pâle imitation d'élégance. Voilà ce que j'appelle une entrée, a déclaré Bridget. Quand je suis sorti des toilettes, la salle à manger privée du pub avait été transformée. L'espace, caché derrière ce que j'avais pris pour un simple mur, présentait des plafonds voûtés avec des poutres apparentes, des murs en briques d'origine, et d'immenses fenêtres donnant à la fois sur la rue et sur la rivière, au-delà. La table était dressée pour 12 personnes, avec du cristal qui captait la lumière, et de la porcelaine qui coûtait probablement plus cher par assiette, que toute ma collection de vaisselle. James s'était changé en un costume sur mesure, qui soulignait ses larges épaules et sa carrure athlétique. Il s'est retourné alors que j'entrais, et l'expression sur son visage m'a coupé le souffle. « Tu es incroyable », a-t-il dit doucement. « James, c'est trop », ai-je protesté, en montrant l'installation élaborée. « Tu n'es pas obligé de faire ça. »« Je ne le fais pas parce que je suis obligé », a-t-il dit, en s'approchant. « Je le fais parce que j'en ai envie. Parce que tu mérites d'être célébré, pas rejeté. Et peut-être un peu, parce que je veux voir la tête de ta famille, quand ils verront ce qu'ils ont jeté. » À travers les fenêtres, l'Amandier était visible, de l'autre côté de la rue. Je pouvais voir la baby shower de Rebecca battre son plein, les invités se déplaçant dans l'espace élégant. « Ils vont voir tout ça ?» ai-je demandé. Chaque bribe, a confirmé James. Le chef Bernard prépare un menu dégustation en 7 services, a poursuivi James. J'ai invité des gens que je pense que tu devrais rencontrer. Et on va passer un après-midi spectaculaire, qui n'a rien à voir avec la baby shower de ta sœur, et tout à voir avec le fait de montrer à Portland, ce qu'est vraiment le pub O'Sullivan. Les invités ont commencé à arriver, dans l'heure qui a suivi. J'ai reconnu plusieurs visages du monde des affaires de Portland. Margaret Reynolds, qui possédait la plus grande chaîne de librairies indépendantes de la ville, est arrivée la première. Elle essayait de racheter Chapitre et Verse depuis 2 ans, faisant des offres de plus en plus généreuses. Margaret, vous savez pourquoi je ne peux pas vendre, ai-je dit, alors que James nous présentait correctement. En fait, je ne suis pas là pour faire une offre, a dit Margaret,
en acceptant une coupe de champagne. James m'a parlé de votre système d'inventaire, et de votre approche de l'authentification des livres rares. Je veux vous engager comme consultante pour mes magasins. 20 heures par mois, votre tarif, plus les frais. J'ai scié, en assimilant l'offre. C'est très généreux. C'est du business, a-t-elle corrigé. Vous êtes la meilleure du nord-ouest du Pacifique, dans ce que vous faites. Je serais stupide de ne pas travailler avec vous. David Chen est arrivé ensuite. Présenté comme le propriétaire de 3 restaurants à succès à Portland, dont un qui venait d'être nominé pour un James Beard Award. James a mentionné, vous avez des marges minces à votre librairie. Il a dit directement, je cherche un espace commercial pour ouvrir un café, qui s'adresserait à un public littéraire. On pourrait peut-être discuter d'un partenariat. Votre boutique obtiendrait les revenus du café, et j'obtiendrai le passage de vos clients. Ça pourrait marcher, ai-je dit prudemment, mon esprit d'entreprise calculant déjà les possibilités. Les invités ont continué d'arriver. Un promoteur immobilier commercial, intéressé à discuter d'un éventuel espace d'agrandissement pour Chapitre et Verse. Une riche collectionneuse, qui cherchait quelqu'un de compétent pour l'aider à acquérir et à cataloguer une bibliothèque privée. Une journaliste du Portland Monthly, qui voulait écrire un article sur les librairies indépendantes, et avait choisi la mienne comme pièce maîtresse. Au moment où le premier plat du chef Bernard est arrivé et des pétoncles poêlés au beurre blanc au champagne, j'ai compris ce que James avait orchestré. Ce n'était pas juste un repas chic, conçu pour contrarier ma famille. Il avait réuni certains des gens d'affaires les plus influents de Portland, qui avaient tous des raisons légitimes de se connecter avec moi, professionnellement. Comment as-tu organisé tout ça si vite, ai-je demandé à James, entre 2 plats. Je le planifiais depuis des semaines, a-t-il admis. J'allais t'inviter à un dîner de célébration, pour l'anniversaire du pub. Quand tu es entré ce matin, contrarié et insulté par ta famille, j'ai juste accéléré le calendrier. Pourquoi te donner tout ce mal, ai-je demandé. Il a posé son verre de vin, et m'a regardé directement. Parce que depuis 6 mois, je te regarde détourner chaque compliment, rejeter chaque réussite. Et traiter ta librairie comme si elle était moins importante que ce que font les autres. Tu agis comme si tu avais de la chance d'exister dans l'ombre de ta famille. Mais tu n'es dans l'ombre de personne. Tu es brillante dans ce que tu fais. Tu as construit quelque chose de réel et de précieux. Et il est temps que tu te vois, comme tout le monde te voit. Ces mots m'ont enveloppé, comme une couverture chaude. De l'autre côté de la rue, à travers les immenses fenêtres d'O'Sullivan, je pouvais voir la baby shower se terminer. Rebecca se tenait près des fenêtres de l'amandier, le visage pressé contre la vitre, alors qu'elle fixait notre rassemblement. Elle pouvait tout voir. La robe de créateur que je portais, les invités influents qui m'entouraient, le repas élaboré servi sur de la porcelaine qui rendait la vaisselle de l'amandier piétonne. Les rires faciles, et les liens sincères qui se nouaient autour de la table. Mon téléphone a vibré, avec des textos entrants. Je les ai ignorés jusqu'au 3e plat, un filet de bœuf parfaitement préparé, avec une réduction à la truffe. Entre le 4e et le 5e plat, j'ai finalement jeté un coup d'œil à l'écran. Rebecca avait envoyé 15 messages, chacun plus frénétique que le précédent. Qui sont tous ces gens? Est-ce que c'est Margaret Reynolds de Reynolds Books? Comment connais-tu les O'Sullivan? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais des relations comme ça? Maman pose des questions. Ma mère avait envoyé ses propres messages. Il faut qu'on parle. S'il te plaît, appelle-moi. Rebecca est très contrariée. Je suis retourné mon téléphone, et je me suis reconcentré sur la conversation qui se déroulait autour de moi. Margaret discutait de la possibilité d'organiser des événements avec des auteurs, à chapitre et verse. David Chen voulait mettre ma boutique en avant, dans la newsletter mensuelle de son restaurant. La collectionneuse, dont le nom était Patricia Aldridge, a décrit sa vision d'une bibliothèque privée, qui nécessiterait des années d'acquisition minutieuse, et des milliers d'heures d'expertise. J'aurais besoin de quelqu'un en qui j'ai une confiance totale, a dit Patricia, en me regardant directement. Quelqu'un qui comprend non seulement la valeur monétaire des livres, mais aussi leur importance littéraire et historique. Quelqu'un qui aborde chaque acquisition comme un conservateur le ferait, pas seulement comme un marchand. C'est tout à fait ma façon de travailler, ai-je confirmé, mon esprit déjà en ébullition de possibilités. Alors, nous devrions discuter des conditions. Je suis prête à vous offrir une avance, qui vous donnerait une stabilité financière,
tout en continuant à gérer votre boutique. Elle a nommé un chiffre qui couvrirait 3 mois de mon revenu actuel, chaque mois, pour les 3 prochaines années. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. James a attiré mon attention de l'autre côté de la table, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Il savait exactement ce qu'il faisait, en réunissant ses gens. Au moment où le dessert est arrivé, un soufflé au chocolat que le chef Bernard a préparé individuellement pour chaque invité, mon téléphone avait accumulé 47 textos et 12 appels manqués. Par la fenêtre, j'ai regardé la baby shower de Rebecca se terminer. Les invités sortaient de l'amandier, plusieurs d'entre eux jetant des regards curieux de l'autre côté de la rue, vers O'Sullivan's. Rebecca est sortie avec Travis, ma mère juste derrière eux. Ils se sont tenus sur le trottoir, fixant le pub. Même de cette distance, je pouvais voir la confusion et la colère sur leurs visages. Rebecca a soudainement traversé la rue, sa robe de maternité flottant derrière elle. Travis et Diane se sont dépêchés de suivre. Ils ont fait irruption par la porte d'entrée d'O'Sullivan, leurs yeux trouvant immédiatement l'entrée de la salle à manger privée. James s'est levé en douceur, se déplaçant pour les intercepter avant qu'ils ne puissent entrer. « Je suis désolé, mais c'est un événement privé. Puis-je vous aider ?» « C'est ma sœur, » a dit Rebecca, en me montrant du doigt à travers la porte. « On a besoin de lui parler. »« Votre sœur est actuellement en réunion d'affaires, » a répondu James, son ton poli mais ferme. « Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec elle, je suis sûr qu'elle vous recevra, quand son emploi du temps le permettra. » Diane s'est avancée, le visage rouge. « Maintenant, écoutez-moi bien, jeune homme. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais c'est ma fille, et j'ai tout à fait le droit de lui parler. » James O'Sullivan, s'est-il présenté, en tendant la main. Ni Rebecca ni Diane ne l'ont prise. « Et en fait, votre fille est une invitée dans mon établissement. Elle a tout à fait le droit de finir son repas, et ses réunions, sans interruption. Vous auriez peut-être dû y penser, avant de lui suggérer de manger dans ce que vous avez appelé un pub miteux. » Le visage de Rebecca est devenu pâle. « Elle t'a dit ça ? » « Elle l'a fait, » a dit James, d'un ton égal. « Ainsi que la façon dont vous l'avez délibérément exclue de votre baby shower, malgré lui avoir envoyé une invitation. Comment vous l'avez humilié devant vos invités. » Travis a finalement pris la parole, sa voix portant la pointe de suffisance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. « Savez-vous qui je suis ? » Travis Montgomery, a dit James immédiatement. « Votre famille possède Montgomery Property. Vous faites actuellement l'objet d'une enquête de la ville, pour plusieurs violations du code du bâtiment sur votre projet de développement du côté est. La réputation de votre entreprise a subi des coups importants, l'année dernière. En raison de votre tendance à couper les coins ronds. La couleur a quitté le visage de Travis. Ce n'est pas une information publique. Ça le sera, a répondu calmement James. Le Portland Monthly publie un article le mois prochain. Il a fait un geste vers la journaliste assise à notre table, qui a levé son verre en signe de reconnaissance. Maintenant, on a fini, ici, a demandé James. La voix de Diane tremblait de colère. C'est absurde. C'est de la famille. Alors, vous auriez dû la traiter comme de la famille, a dit simplement James. Bon après-midi. Il a tenu la porte ouverte, faisant clairement comprendre qu'ils étaient censés partir. Rebecca a regardé au-delà de lui, ses yeux trouvant les miens. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être une véritable détresse, traverser son visage. « On peut parler, s'il te plaît » a-t-elle appelé. Je me suis levé, consciente que tout le monde à la table s'était tu. Marchant jusqu'à la porte, j'ai regardé ma sœur. Vraiment regardé. Peut-être pour la première fois depuis des années. Elle était belle, réussie, et entourée de tout ce que notre mère nous avait appris à valoriser. Elle était aussi profondément malheureuse, même si elle ne l'admettrait jamais. Tu avais 3 semaines pour me parler, ai-je dit doucement. 3 semaines, entre l'envoi de cette invitation et aujourd'hui. Tu aurais pu appeler pour me parler du problème de place. Tu aurais pu être honnête. Au lieu de ça, tu as choisi de m'humilier devant tes amis. Tu m'as suggéré de manger dans ce pub. Parce que tu pensais que ça me ferait honte. Parce que tu voulais que tout le monde voie que je n'appartiens pas à ton monde. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a protesté faiblement Rebecca. C'est exactement ce que tu voulais dire. Et voici ce que tu ne comprends pas. Rebecca.
Je ne veux pas appartenir à ton monde. Je n'ai jamais voulu. J'ai construit mon propre monde. Un monde où je suis respecté pour mes connaissances et mon intégrité. Un monde où les gens apprécient ce que je fais, parce que c'est important, et non à cause de qui est mon mari. Ou de combien d'argent je dépense. Diane est intervenue, sa voix sèche. Tu es incroyablement ingrate. On t'a incluse dans l'invitation. On a essayé de te faire participer à la célébration. Non, vous ne l'avez pas fait, ai-je dit. Vous avez envoyé une invitation par obligation, et vous espériez que je ne viendrais pas. Quand je suis venu, vous y avez vu une occasion de me rappeler ma place. Eh bien, je connais ma place maintenant. Et ce n'est pas avec des gens qui me traitent comme un embarras. Et alors? La voix de Rebecca s'est élevée. Tu vas juste nous couper les ponts? On est ta famille. La famille ne se traite pas comme vous m'avez traité, ai-je répondu. La famille ne passe pas des années à faire sentir à quelqu'un qu'il ne vaut rien, parce qu'il a fait des choix différents. La famille ne se moque pas du gagne-pain de quelqu'un, pour ensuite s'énerver quand il y a des conséquences. J'ai reculé dans la salle à manger. James, pourrais-tu s'il te plaît leur montrer la sortie? J'ai des affaires à régler. Il a fait exactement ça, fermant fermement la porte derrière eux. Par la fenêtre, j'ai regardé ma mère, ma sœur et mon beau-frère, se tenant sur le trottoir, se disputant entre eux. Finalement, ils sont montés dans le Range Rover de Rebecca, et sont partis. Quand je suis retourné à la table, les autres invités ont applaudi doucement. Patricia Aldridge a levé son verre. A trouvé sa place, où que ce soit. A trouvé sa place, ont fait écho tous les autres. Le reste de l'après-midi s'est déroulé dans un tourbillon de conversations significatives, d'échanges de cartes de visite, et de plans concrets pour de futures collaborations. Au moment où le dernier invité est parti, le soleil se couchait sur la rivière Willamette, peignant le ciel de nuances d'ambre et de rose. James et moi nous tenions à la fenêtre, regardant la lumière s'estomper. La salle à manger privée semblait immense, maintenant que tout le monde était parti. Merci, ai-je finalement dit. Pour tout ça. Pour m'avoir défendu, pour avoir cru que je valais cet effort. Tu vaux bien plus d'efforts que ça, a répondu James. J'aurais fait bien plus, si tu m'avais laissé faire. Je me suis retourné pour lui faire face. Pourquoi? Tu me connais à peine. On a eu peut-être une douzaine de conversations. La qualité plutôt que la quantité, a-t-il dit avec un léger sourire. Ces 12 conversations m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu es intelligente, passionnée par ton travail. Et gentille avec tous ceux qui entrent dans ta boutique. Tu te souviens des détails sur les préférences de lecture des gens. Tu t'enthousiasmes à l'idée de trouver le livre parfait pour quelqu'un. Tu traites les premières éditions rares avec la révérence qu'elles méritent. Et tu as construit quelque chose de significatif. À partir de rien, ce qui demande un courage que la plupart des gens ne trouvent jamais. Je n'arrêtais pas de te repousser, ai-je fait remarquer. Tu le faisais, a-t-il acquiescé. Et j'ai respecté ça, même si je n'étais pas d'accord avec tes raisons. Tu n'étais pas prête, ou tu ne me faisais pas confiance, ou tu avais d'autres priorités. Quelle que soit la raison, j'étais prêt à attendre. Et si je n'avais jamais été prête? Il a haussé les épaules. Alors je me serais contenté d'être le type qui achète occasionnellement des premières éditions hors de prix, à la libraire qu'il admire de loin. Mais je suis heureux que tu sois entré par ma porte aujourd'hui, même si les circonstances étaient malheureuses. J'ai regardé cet homme, qui avait orchestré tout un après-midi pour m'aider à voir ma propre valeur. Qui m'avait défendu contre ma famille, sans qu'on le lui demande. Qui avait passé des mois à attendre patiemment, pendant que je le tenais à distance. J'aimerais dîner avec toi, ai-je dit. Pas comme une réunion d'affaires, ni comme un complot de vengeance contre ma famille. Juste un dîner. Le sourire de James a transformé tout son visage. J'aimerais beaucoup ça. Bien que je doive te prévenir maintenant que j'ai fait mon coup, j'ai l'intention d'être assez persistant pour te convaincre que je vaux la peine d'être gardé. Je pense que tu as déjà présenté un dossier assez convaincant, ai-je dit. Il a pris ma main, ses doigts chauds contre les miens. Bien. Parce que j'ai beaucoup plus à te montrer. Nous sommes restés là, alors que le soir tombait sur Portland, les lumières du pub se reflétant sur les rues mouillées en contrebas. De l'autre côté, l'Amandier avait fermé pour l'après-midi, ses fenêtres sombres. Demain,
les ragots commenceraient à se répandre. Les gens poseraient des questions sur ce qui s'était passé à la baby shower de Rebecca, sur le rassemblement mystérieux au pub O'Sullivan, sur la libraire qui s'est avérée avoir des relations avec certains des gens d'affaires les plus influents de Portland. Mon téléphone a continué à vibrer, avec des messages que je n'ai pas pris la peine de lire. Finalement, j'aurais besoin de m'occuper de ma famille. Il y aurait des conversations, probablement inconfortables. Rebecca exigerait des explications. Diane essaierait d'arranger les choses, tout en faisant clairement savoir qu'elle pensait toujours que j'avais surréagi. Travis tenterait d'utiliser ses relations d'affaires pour me punir d'une manière ou d'une autre, bien qu'il trouverait cela plus difficile que prévu, maintenant que j'avais mon propre réseau de soutien. Mais c'était le problème de demain. Ce soir, je me tenais dans une belle pièce, avec un homme qui me voyait clairement, et aimait ce qu'il voyait. J'avais passé si longtemps à croire au récit de ma famille sur mes choix, que j'avais oublié d'écrire ma propre histoire. Maintenant, entouré de preuves de ce que j'avais réellement construit, et de qui j'étais réellement devenu, je pouvais voir la vérité. Je n'étais pas la déception de la famille. J'étais celle qui s'en était sortie. James a serré doucement ma main. À quoi penses-tu? À comment, parfois, les pires moments mènent aux meilleurs résultats, ai-je dit. À comment, le fait d'avoir été exclu de cette baby shower, pourrait avoir été la meilleure chose qui pouvait arriver. Je suis d'accord, sauf que je suis évidemment partial, a-t-il souri. Allez, laisse-moi te raccompagner à ta voiture. Demain, je t'emmène prendre le petit déjeuner, et on pourra discuter de ce dîner. J'espère que tu seras d'accord, aussi. J'ai déjà accepté de dîner, lui ai-je rappelé. Je sais, mais je suis gourmand. Je veux le petit déjeuner aussi. Et le déjeuner, et probablement tous les autres repas que tu es prête à partager. J'ai ri. Le son me semblant étranger, après le poids émotionnel de la journée. Tu es très sûr de toi. Je suis sûr de toi, a-t-il corrigé. J'espère juste que tu me donneras une chance de prouver que je vaux ton temps. Nous avons traversé le pub, maintenant silencieux, James éteignant les lumières au fur et à mesure. Ma Honda Civic était seule sur le parking, semblant nettement déplacée à côté de l'élégante Audi de James. Je te suis jusqu'à chez toi, a-t-il proposé. Pour m'assurer que tu rentres en toute sécurité. Ce n'est pas nécessaire, ai-je commencé à protester, mais il a secoué la tête. Fais-moi plaisir. La journée a été difficile, et je veux m'assurer que tu vas bien. Quelque chose dans son inquiétude sincère, m'a profondément touché. J'avais passé si longtemps à être forte et indépendante, que j'avais oublié à quel point il était agréable de laisser quelqu'un prendre soin de soi. D'accord, ai-je accepté. Le trajet de retour à ma librairie a pris 20 minutes, à travers des rues pluvieuses. Les phares de James sont restés stables derrière moi, tout le long du chemin. Une présence rassurante. Quand je me suis garé dans la ruelle derrière Chapitre et Verse, il s'est garé derrière moi, et m'a raccompagné jusqu'à la porte. Merci encore, ai-je dit, la clé à la main, pour tout. Le plaisir était entièrement pour moi, a répondu James. Il a hésité, puis s'est penché et m'a embrassé sur la joue. Repose-toi bien. Je te vois demain. Je l'ai regardé s'éloigner, puis j'ai monté les escaliers jusqu'à mon appartement. L'espace semblait différent. D'une manière ou d'une autre, plus chaud et plus accueillant qu'il ne l'était ce matin. Je me suis changé, enlevant la belle robe de Bridget que James a insisté pour que je garde et enfilant des vêtements confortables. Puis, je me suis préparé une tasse de thé. Mon téléphone affichait 63 messages non lus. Je les ai rapidement parcourus. Les messages de Rebecca étaient passés de confus à en colère, puis à suppliant. Diane a suivi un schéma similaire. Il y avait aussi des messages de parents à qui je parlais à peine, posant tous des variations des mêmes questions. J'ai éteint mon téléphone, et j'ai emporté mon thé jusqu'au siège de la fenêtre, qui donnait sur la rue. La pluie continuait de tomber, créant un rythme apaisant contre la vitre. Il y a 6 mois, James O'Sullivan était entré dans ma librairie, à la recherche d'une première édition de Steinbeck. Je lui avais trouvé le livre, et j'avais construit un mur entre nous, convaincu que garder ma vie professionnelle et personnelle séparée, était le choix intelligent. En y repensant maintenant, je pouvais voir que je me protégeais d'une blessure potentielle, en repoussant tout ce qui pourrait avoir de l'importance. Ma famille m'avait bien appris. La supériorité constante de Rebecca, la déception sans fin de Diane, les années passées à me dire que mes choix étaient mauvais.
Tout cela m'avait convaincu que j'étais, d'une manière ou d'une autre, inférieur. J'avais intériorisé leurs critiques, jusqu'à y croire moi-même. Cet après-midi avait brisé cette croyance. Regardez Margaret Reynolds discuter de son admiration pour mon travail. Écoutez Patricia Aldridge me décrire comme l'une des marchandes les plus compétentes qu'elle ait rencontrées. Voir l'enthousiasme de David Chen à s'associer avec ma boutique. Cela m'avait forcé à affronter le décalage entre la façon dont je me voyais, et la façon dont les autres me voyaient. James avait tout orchestré, non pas pour humilier ma famille, mais pour me montrer ma propre valeur. J'ai pensé à Rebecca, debout sur le trottoir devant O'Sullivan's, la confusion et la colère écrites sur son visage. Pendant des années, elle avait maintenu sa position de sœur qui réussit, celle qui avait fait tous les bons choix. Aujourd'hui avait perturbé ce récit. Elle m'avait vu en vêtements de créateur, entourée de personnes influentes, faisant des affaires avec l'élite de Portland. Tout ce qu'elle avait utilisé pour définir sa supériorité, avait été révélé comme superficiel. Une partie de moi se sentait coupable de jouir de son inconfort, mais une plus grande partie se sentait libérée. Le lendemain matin est arrivé, avec un faible soleil perçant à travers les nuages. Je suis allé à Chapitre et Verse à 9 h, suivant ma routine habituelle de vérification de l'inventaire et de préparation pour les clients de la journée. L'odeur familière des vieux livres et du bois poli m'a apporté du réconfort, après le tumulte émotionnel de la veille. Je cataloguais une nouvelle livraison de Polar Vintage, quand mon email a sonné avec 3 nouveaux messages. Le premier venait de Margaret Reynolds, confirmant notre arrangement de consultation, et demandant mes disponibilités pour la semaine prochaine. Le deuxième venait de Patricia Aldridge, avec un contrat formel en pièces jointes, pour le poste de conservateur de bibliothèque. Le troisième venait de David Chen, proposant des conditions spécifiques pour le partenariat du café, incluant des pourcentages de partage des bénéfices, plus généreux que ce à quoi je m'attendais. J'ai lu chaque message 2 fois, m'assurant que je ne me trompais pas. Ce n'étaient pas de fausses promesses faites au champagne. C'étaient des offres commerciales concrètes, avec de vraies conditions et des délais réels. Moins de 24 heures après avoir été humilié par ma famille, j'avais reçu 3 opportunités qui allaient fondamentalement changer ma situation financière, et mon statut professionnel. Mon téléphone a sonné. Le nom de Rebecca est apparu à l'écran. Je l'ai laissé aller à la messagerie. Pas prête pour cette conversation, pour l'instant. Elle a rappelé immédiatement. Puis Diane a appelé. Puis Rebecca à nouveau. J'ai mis mon téléphone en silencieux, et je suis retourné au contrat, prenant des notes sur les conditions que je voulais négocier, et les questions que je devais poser. La cloche de la boutique a tinté, alors que ma première cliente de la journée entrait. Madame Patterson, une professeure d'anglais à la retraite, qui venait tous les jeudis à la recherche de littérature classique pour compléter sa collection. Nous avons passé 40 minutes à discuter des mérites de diverses éditions des Brontë, avant qu'elle ne choisisse un magnifique exemplaire des Hauts de Hurlevent, avec des illustrations originales. Alors que j'emballais son achat, elle a mentionné avoir vu ma photo sur les réseaux sociaux, du rassemblement de la veille à O'Sullivan's. Ma nièce travaille au Portland Monthly, a-t-elle expliqué. Elle a été très impressionnée par vous. A dit que vous étiez la personne la plus compétente de la pièce, en histoire littéraire. La nouvelle se répandait déjà. Dans une ville comme Portland, où la communauté professionnelle était étonnamment interconnectée, la nouvelle des événements de la veille atteindrait tous ceux qui comptaient, en quelques jours. À 10 heures précises, James a franchi la porte, portant 2 tasses de café et un sac de la boulangerie du coin. Bonjour, a-t-il dit, son sourire chaleureux et sincère. J'ai apporté le petit déjeuner. J'espère que tu aimes. J'ai accepté le café avec gratitude, le riche arôme remplissant l'espace entre nous. Tu n'étais pas obligé. Je voulais, a-t-il dit simplement, en posant le sac sur mon comptoir. D'ailleurs, je t'ai promis le petit déjeuner. Tu te souviens? Je me souviens. J'ai pris une gorgée du café, parfaitement préparé, avec juste la bonne quantité de crème. Tu fais attention aux détails quand ça compte. Oui. Il s'est appuyé contre le comptoir, semblant complètement à l'aise au milieu de mes étagères de livres. Comment te sens-tu aujourd'hui? Étonnamment bien, ai-je admis. J'ai déjà reçu 3 propositions commerciales formelles ce matin. De vrais contrats, pas seulement des promesses polies. C'est parce qu'ils reconnaissent la qualité quand ils la voient. Son expression est devenue plus sérieuse. As-tu eu des nouvelles de ta famille?
plusieurs appels. Je n'ai pas encore répondu. James a hoché la tête, compréhensif. Prends ton temps. Ils ne méritent pas un accès immédiat à toi, après ce qu'ils ont fait. Nous sommes restés là, dans un silence confortable, sirotant notre café alors que la lumière du matin filtrait à travers les vitrines de la librairie. Dehors, Portland se réveillait. Des gens passaient en hâte, avec des parapluies et des mallettes. À l'intérieur, à chapitre et verse, entouré d'histoires écrites par d'autres, j'étais enfin prête à écrire la mienne. À propos de ce dîner, ai-je dit, en rencontrant les yeux de James. Qu'en pensais-tu? Son sourire aurait pu illuminer toute la boutique. Que dirais-tu de ce soir? Sauf si c'est trop tôt. Ce soir, ça a l'air parfait.